À toutes les époques de votre peinture, on constate un véritable attachement pour les statues. Est-ce que vous nous expliqueriez cet attachement si remarquable? Oui, parce que une statue est pour moi comme une espèce de fantôme d'un homme. Seulement, je trouve que les statues, j'aime beaucoup les statues des hommes politiques ou des héros nationaux qu'on met sur des places publiques. Seulement, je trouve qu'elles sont mieux quand elles sont sur des socles ou pédestaux, n'est-ce pas, très bas, parce que quand elles sont mises trop haut, elles perdent de valeur. Il faut que la statue, le monument, donne l'impression de se mêler à la vie des hommes, des passants, de ceux qui sont autour du monument. J'ai remarqué qu'en dessinant les yeux fermés une tête d'homme ou de femme, mais surtout d'homme, sortent des expressions très curieuses. Et justement, en peignant des gladiateurs ou des personnages anciens, ces expressions curieuses de ces personnages que je dessinais les yeux fermés exprimaient assez ce que je voulais exprimer. Cette tête en forme d'œuf et sans yeux, mais avec quelquefois des arabesques, quelquefois des signes. Je l'ai fait depuis longtemps, déjà à Paris, vers 1914, comme ça, j'avais peint des mannequins qui avaient des têtes comme ça. C'est des têtes que je mets surtout à ces personnages que j'appelle le Trouvert ou Hector Andromaque. Et après, je les ai mis aussi à des personnages assis, comme ceux qui sont dans ce tableau derrière moi ici, qui ont aussi des têtes en forme d'œuf. À ce moment se produit un phénomène très important dans votre vie, c'est qu'à la Villa Borghese, vous avez eu la révélation de ce qu'était véritablement la peinture. Voudriez-vous nous raconter cette visite? Vraiment, j'ai été impressionné par un tableau du Titien qui était exposé là. Alors j'ai compris qu'enfin, que toute la peinture qu'on fait aujourd'hui n'est pas de la vraie peinture, enfin. Qu'elle soit décomposée ou composée, ce n'est jamais de la peinture. Alors j'ai commencé à faire des copies d'après les maîtres anciens. J'en ai fait à Rome, j'en ai fait à Florence. Et puis je me suis intéressé aussi à la technique des anciens. J'ai consulté beaucoup de traités sur la peinture, tant anciens que modernes. Enfin, j'essayais de donner une qualité à ma peinture. D'ailleurs, c'est une activité que j'ai toujours continuée et que je continue encore. Qu'est-ce finalement que la grande peinture? La grande peinture, c'est une peinture bien faite. Seulement, à propos de bien faite, naturellement, c'est difficile de s'exprimer. C'est surtout une question de qualité. On peut la comparer à une étoffe. Entre la peinture moderne et la peinture des maîtres, il y a la différence qu'il y a entre une étoffe de pure laine et une étoffe faite avec du papier. Quels sont les peintres classiques, vos maîtres, qui vous retiennent particulièrement quand vous faites des copies? Mais moi, je copiais tous les maîtres. Enfin, je copiais des maîtres italiens, aussi flamands, aussi français. Mais le maître qui m'a toujours intéressé, particulièrement intéressé, c'est Rubens. Mais je copiais aussi même des maîtres français du XVIIIe, des Espagnols, enfin, tous les peintres anciens ont bien peint. Rubens m'est particulièrement intéressant pour moi à cause de cette énorme liberté qu'il a dans son exécution, sa maîtrise, enfin, sa grande liberté. Vous avez écrit en français un livre sur Courbet. Vous le définissez un romantique. Pourquoi? Parce qu'il l'était, c'est pas ma faute. Courbet vous est-il particulièrement fraternel parmi les peintres du XIXe siècle? Oui, j'aime beaucoup, parce qu'il a quelque chose, lui comme homme aussi. Un homme qui n'a pas eu beaucoup de chance, il est mort relativement jeune. Puis il a eu des histoires à cause de la place Vendôme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, il a dû fuir en Suisse. D'ailleurs, il est mort en Suisse. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est sa peinture, qui est une peinture vraiment bien, à tous les points de vue. Puis il y a un fond de poésie.
À la Biennale de Rome en 1923, vous exposez un certain nombre de tableaux. N'est-ce pas à cette biennale que Paul Éluard a acheté plusieurs de vos toiles? Non, vraiment, il a acheté un portrait de moi par moi-même. Il n'a pas acheté une autre toile, seulement ce portrait. C'est à ce moment-là que vous avez fait sa connaissance? Oui, en effet, il est venu à Rome avec sa femme et il m'a dit qu'il était venu pour moi et il voulait voir seulement moi. Moi, j'essayais de lui montrer le Colisée, le Vatican. Non, il dit, je suis venu pour vous. Alors il venait déjeuner chez moi, puis de rester un peu, puis il rentrait, s'enfermait à l'hôtel et sautait le lendemain de nouveau pour venir chez moi. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais enfin. C'était un tout jeune homme à cette époque-là. Mais c'est pas une raison. Moi, je n'aurais pas fait, même quand j'avais 8 ans. Avez-vous pressenti la montée du fascisme en Italie? Oui, un peu, oui, parce que je sentais que les gens étaient mécontents. Il y avait eu des troubles à Turin. Les communistes avaient tué, je ne sais pas, des ouvriers. Je sais pas, il y avait eu quelque chose. Et puis je vous dirais que le fascisme, je crois, était surtout encouragé par les industriels qui, craignant l'événement du communisme, ont subventionné, ont donné de l'argent pour la naissance du fascisme. Avez-vous vu les amis de Mussolini entrer à Rome? L'entrée à Rome des fascistes, oui, je l'ai vu. Oui. C'était assez gai. Seulement, il y a eu des épisodes naturellement, enfin, très peu humains. Enfin, je me souviens qu'il y avait un communiste, alors il lui avait peint il était chaud, il avait peint le crâne aux couleurs italiennes, vert, blanc et rouge. Puis on l'avait obligé de se mettre à un balcon là dans le centre. Des choses comme ça. Enfin. Mais il n'y a pas eu de choses dramatiques vraiment. Je crois qu'on n'a tué personne. Et quelle fut donc la cause de votre départ pour Paris à l'automne 1925? Je ne sais pas, toujours la même, qu'on me disait que c'est le centre de l'art. On m'a poussé vers la Tour Eiffel. Et quelle atmosphère avez-vous trouvé dans les milieux artistiques parisiens? Mais aucune atmosphère spéciale. J'étais en relation avec Paul Guillaume, qui d'ailleurs est mort après quelque temps. Puis j'étais en relation, je parle de relation d'affaires, enfin, il m'achetait des tableaux, avec un marchand qui s'appelait Léonce Rosenberg, et aussi un autre qui s'appelait Bernheim Jeune, et puis aussi deux autres marchands de la rive gauche, dont j'ai oublié le nom. Voudriez-vous nous parler de cette exposition à la galerie Léonce Rosenberg en 1926? Ah oui, parce qu'alors les surréalistes s'étaient mis contre moi parce qu'ils n'étaient pas contents que j'étais venu à Paris. Parce qu'eux, ils avaient acheté des tableaux métaphysiques de moi chez Paul Guillaume. Alors ils espéraient que moi je serais mort pendant la guerre ou que je ne serais jamais rentré à Paris. Alors ils espéraient que me faire une réputation comme au douanier Rousseau, parler de moi comme une espèce de jeune homme halluciné qui a vécu quelques années à Paris, a créé quelques toiles très rares que seulement eux avaient. Et quand j'exposais tous ces tableaux nouveaux chez Léonce Rosenberg, ils étaient très embêtés. En effet, ils ont organisé dans la vitrine d'une galerie qu'ils avaient rue Jacques Callot, sur la rive gauche, ils ont organisé une exposition de caricatures de tableaux que j'exposais chez Rosenberg. Par exemple, chez Rosenberg, il y avait plusieurs tableaux de chevaux au bord de la mer. Alors, ils avaient acheté ces petits chevaux qu'il y a pour les enfants, puis ils avaient mis un peu de papier bleu derrière pour montrer la mer. Et des choses comme ça, enfin une parodie de mes tableaux dans le... Mais ce qui est plus drôle, c'est qu'eux pensaient de nuire à mon exposition chez Rosenberg, c'est-à-dire que ça fait de la réclame. Parce que les gens, après avoir vu la vitrine, où il y avait la parodie de mes tableaux, couraient chez Rosenberg et achetaient même des tableaux. Et justement, le rôle que joue le cheval dans vos toiles de cette période, comment l'interpréteriez-vous? Mais c'est très simple.
trouve cet animal très décoratif, qui dans un tableau fait toujours bien. D'ailleurs, beaucoup de peintres aussi, parmi les maîtres anciens, ont peint des chevaux, n'est-ce pas? Rubens a souvent peint des batailles avec des chevaux, de la Croix. Non seulement donc vous développez le thème des archéologues, mais vous peignez de nombreux tableaux fantastiques. D'abord, les tableaux où figurent des gladiateurs. Voudriez-vous nous en parler de ce tableau? Mais je vous dirais que ce personnage du gladiateur m'a toujours fait une forte impression, mais depuis enfin que je commençais à savoir ce que c'était les gladiateurs. Je ne sais pas, je trouve un personnage très dramatique. D'abord parce qu'il était voué à la mort, il devait mourir. C'était rare les gladiateurs qui survivaient, n'est-ce pas? Oui, il y avait des gladiateurs qui arrivaient à la vieillesse, ils finissaient par faire les maîtres gladiateurs, enseigner dans les écoles de gladiateurs. En fait, c'était très rare, en général, ils mouraient tous dans l'arène, n'est-ce pas? Et ce personnage du gladiateur m'a toujours impressionné pour un aspect dramatique, enfin, de sa destinée. Des meubles dans la vallée. Meubles dans la vallée, c'est une idée qui m'est venue en voyant je crois à Paris, j'ai vu ça. Mais on peut le voir dans n'importe quelle ville, même dans d'autres pays. Sur le trottoir, devant un magasin qui vendait des meubles, mais des meubles à bon marché. Ils avaient mis des lits et des fauteuils. Alors ces objets qu'on est habitué à voir dans l'intérieur d'une maison me faisaient un drôle d'effet vu dehors. Et je pensais de les mettre carrément dans la campagne. Plus encore que sur un trottoir. Et comme ça, j'ai commencé à peindre ces tableaux de meubles, que j'appelle meubles dans la vallée. À cette époque, Jean Cocteau a beaucoup défendu votre peinture. Il a même écrit un livre. Le mystère laïque. Le mystère laïque. Que pensiez-vous de ce livre? Mais vraiment, ces livres écrits sur moi ne m'ont jamais inspiré une grande confiance, parce que les écrivains disent des choses qui ne correspondent pas, selon moi, à la réalité. Mais enfin, il était très aimable avec moi, il a écrit ce livre, et puis il s'occupait de moi, il disait du bien de moi. Et quelle fut la réaction dans certains milieux intellectuels en apprenant que Cocteau défendait votre peinture, chez les surréalistes en particulier? Ah, ça, je ne sais pas, probablement, ils ont trouvé qu'il faisait très mal, mais je ne sais pas, mais moi je ne me souviens pas de quelque chose de spécial, d'une réaction spéciale. Dans les premiers temps de votre séjour à Paris, et avant que les surréalistes se déchaînent contre vous, vous avez assisté à des réunions chez Breton. Voudriez-vous nous les raconter? Mais il y avait Breton qui se promenait dans l'atelier, il la recevait dans un atelier. Et il lisait l'Autréamont, je crois. Et alors, il disait, vieil océan, je te salue, vieil océan. Puis il y avait les amis, enfin les adeptes, qui étaient assis sur des fauteuils, sur des divans. Et ça me rappelait un tableau d'un peintre italien du siècle passé qui s'appelait Balestrieri, je crois. C'est un tableau qui est au musée de Trieste. Et le tableau s'appelle Beethoven. Et on voit comme ça une réunion de jeunes femmes et de jeunes garçons pensifs, comme ça, sur les divans, les fauteuils. Il y a un masque de Beethoven sur le mur. Et au fond, il y a un type qui joue du piano avec le violon. Ça s'appelait Beethoven. Et ça me rappelait, ces réunions de chez Breton me rappelaient ce tableau qui est à Trieste, qui s'appelle Beethoven. Et voudriez-vous nous raconter ce que faisait Robert Desnos pendant ces réunions? Ah oui, il disait qu'il tombait en transe. Et quand il tombait en transe, on lui portait tout de suite du papier de quoi écrire, pour qu'il ait pu écrire, enfin, ce qu'il voyait. Je me souviens une fois qu'il avait écrit « Je vois les réverbères, les réverbères, les réverbères ». Je me souviens vraiment de ça.